Si vous permettez, je vais juste corriger, je ne suis pas investigateur, je suis promoteur, voilà, Promoteur, de pardon. l'étude. Euh, ce- ce- Donc, l'étude, je remercie aussi ma collègue, ma collaboratrice qui est là, Hélène Demeure, qui est concernée aussi par cette étude et l'organisation que nous avons eue de la mise en œuvre de cette étude avec un CRO. Alors, nous avons bien sûr, vous le comprenez, une déclaration de lien d'intérêt, puisque, et donc nous le déclarons, nous voulons rappeler en fait que le protocole d'étude EMAO a été examiné par les comités d'éthique internes de tous les établissements participants, il y en avait 9, et approuvé par un comité national d'éthique, celui du CHU de Limoges. L'investigateur principal, par contre, était le docteur Sauvage. Tous les patients inclus ou leurs représentants ont reçu une information écrite et donné un consentement éclairé écrit. Alors cette étude a été publiée en juin 2017 dans le JWC, Journal of Wound Care, dans la partie Research. C'est une étude contrôlée, randomisée, c'est une étude de type survie qui a été réalisée entre 2012 et 2015 dans 9 pôles gérontologiques en France. L'objectif était de montrer la supériorité d'un support à air motorisé à pression alternée, le groupe expérimental donc APAM, sur un matelas en mousse viscoélastique VFM pour le groupe contrôle, avec des stratégies inclus ou intégrés dans les stratégies de soins chez des patients à risque moyen élevé d'apparition d'escarres. Alors les patients éligibles devaient être des patients âgés de plus de 70 ans, exempts d'escarres à l'inclusion, alités au moins 15 heures par jour. Alors ça, c'est un peu les recommandations françaises, c'est aussi celles qui sont reprises par la Haute Autorité de Santé pour ce type de produit. La mobilité réduite et capacité de positionnement nulle à faible de ces patients. Un score de Braden, et là nous avons été extrêmement pertinent, puisque nous sommes descendus sur une cut de 14, en dessous de 14. Le score de l'état nutritionnel, donc mesuré par le Mini Nutritional Assessment, supérieur à 12. Un score de Skarnowski pour ceux qui sont initiés à cela, et notamment c'est utilisé dans les cadres des soins palliatifs, donc inférieur à 40%, ce qui nous donne aussi une population extrêmement vulnérable, en tout cas dans l'incapacité de pouvoir surseoir à ses besoins, et puis une probabilité au moins de 15 jours d'hospitalisation. Le 120 kg est lié à la caractéristique du produit qui n'est pas validé pour des sujets de plus de 120. Le recueil des données a été hebdomadaire pour ce qui concerne le scoring de Braden, ainsi que la perception du confort du patient, qui a été un peu allégé par la suite, puisqu'au départ, ça avait été journalier, et on a dû par amendement le faire de manière hebdomadaire. Et pour ce qui concerne le reste des données recueillies, elles ont été de manière hebdomadaire, et vous vous en doutez bien, notamment pour ce qui concerne, puisqu'on était dans une étude de type survie, une étude d'efficacité de type survie, concernant l'apparition ou non d'escarres, puisque c'est le délai d'apparition qui nous intéressait. Le critère de jugement principal était l'apparition d'escarres au cours d'une période de 30 jours après la randomisation. La population retenue pour l'analyse principale a été en intention de traiter, donc en ITT. L'analyse de survie visait la comparaison des délais d'apparition d'escarres dans les deux groupes, et elle devait illustrer la probabilité de survenue de l'événement à différents intervalles de temps. La méthode de Kaplan-Meier, et on y reviendra, devait permettre de calculer la probabilité d'être exempt d'escarre à chaque fois qu'au moins une escarre était enregistrée. Concernant le test du Logrand, qui devait lui permettre de calculer dans chaque groupe le risque cumulé d'événements, qui est la probabilité de survenue d'escarre sur la période définie de 30 jours. Le rapport de risque instantané des deux groupes, donc le hazard ratio d'escarre, était estimé par un modèle statistique, modèle de Cox, et son intervalle de confiance. 4 covariables avaient été retenus, le type de support, le score de Braden, la durée d'alistement journalière et l'IMC à l'inclusion. La puissance de l'étude était dépendante du nombre d'événements et non du nombre de patients à inclure. Donc l'effet escompté était très élevé au départ par rapport au résultat qui a été, c'était la réduction de 50% du risque instantané d'escarre dans le groupe contrôle versus l'expérimental, et nous avons planifié un test séquentiel sur 9 analyses intermédiaires. Alors le diagramme qu'on sort, nous avons donc
un nombre de patients éligibles initialement de 77 sujets, randomisés 76, et qui se répartissent en 39 et 37, donc le groupe expérimental 39 versus 37 sur le groupe contrôle. L'ensemble des patients a été analysé, on n'a pas de perte de vue, et pas d'exclusion de l'analyse in fine. Les caractéristiques des patients à l'inclusion, vous pouvez, dans le cadre des résultats, vous pouvez constater que nous avons une randomisation qui est globalement équilibrée en intracentre et qui a produit, et c'est quand même l'enjeu de cette étude, c'est qui a produit la comparabilité escomptée. Vous voyez sur des critères qui sont des critères d'âge, où on a une population, vous ne serez certainement pas surpris, mais cette population en gérontologie, particulièrement vulnérable, donc il y a 85 ans, on va dire, en moyenne sur les deux groupes. Le nombre de comorbidités, 6, donc c'est à peu près cohérent avec la littérature, par sujet. Le score de Karnowski est de 30%, avec un écart type de 5. Et on a l'ensemble de ces sujets, donc puisque c'était un critère à respecter, de moins de 40. Le score de Braden a été de 12, 11,77 dans un groupe versus 12,08 avec un faible écart type. Le Mini Nutritional Assessment, donc le MNA, a été de 17, donc avec un écart type de 4. Et la durée d'alitement donc, est respectée avec un peu plus de 15 heures, je vous avais dit, pour l'éligibilité des sujets. Et donc, nous avons là des patients qui étaient alités 18 heures par jour. Durant l'étude et pendant l'étude, l'exposition au risque est à peu près cohérente, puisqu'on a des sujets qui sont sévères, et ce n'est pas en si peu de temps qu'on parvient à les améliorer. Vous voyez que le score de Braden a été sensiblement plus élevé, mais guère. Certains patients, donc on a une maxi qui là je vous parle de moyenne, hein, ensuite pour ce qui concerne certains patients qui étaient au-delà de 17, relativement faibles. Par contre, chose à noter, c'est que le nombre de retournements par jour a été extrêmement faible. C'est-à-dire que l'ensemble des centres qui ont été retenus sont des centres qui avaient des protocoles tout à fait validés et qui respectaient les recommandations de bonne pratique. Et les retournements ont été extrêmement réduits par patient. Et comprenez là que nous avons travaillé cette étude a été réalisée dans la vraie vie. Le nombre de massages, alors comprenez massage relationnel ou effleurage, a été relativement faible. Et le nombre de rééducations par jour, donc d'autonomisation, un certain nombre d'actes qui concourent à la réautonomisation des patients, a été aussi extrêmement faible. Concernant les critères de l'échelle de Braden, on peut retenir deux choses qui concourent aux éléments que je viens de vous dire. L'activité et la mobilité, 100% quasiment de ces sujets sont soit confinés au fauteuil, soit confinés au lit, et présentent un état de mobilité très mobile, très peu mobile en tout cas, et complètement immobile. Concernant la nutrition, on a à peu près 3/4 des sujets qui sont probablement avec un état nutritionnel inadéquat à très pauvre. Et concernant l'humidité, on a des sujets qui sont particulièrement exposés, pour 3/4 des sujets, de très humide à constamment humide. Comprenez bien évidemment là des incontinences urinaires et ou fécales. Alors l'analyse, vous voyez, le nombre d'événements a été de 2 dans le groupe expérimental versus 13 apparitions d'escar dans le groupe contrôle. L'analyse de survie par la méthode de Kaplan-Meier l'illustre bien par ce graphisme. Vous avez en abscisse le temps et vous avez en ordonnée la probabilité d'être exempt d'escar. La courbe est en marche descendante. Chaque plateau représente... Regardez si je mets ma flèche. Chaque plateau représente la probabilité d'être exempt d'escar entre chaque intervalle. Le test du Logrand, lui, a consisté dans la comparaison des deux courbes de survie utilisées pour comparer les deux traitements. Le rejet de l'hypothèse nulle, il est très visible, l'interprétation graphique est bien vérifiée statistiquement, et la survenue de l'événement étudié est en moyenne plus tardive, vous observez, dans le groupe, excusez-moi, la flèche, dans le groupe beaucoup plus tardive, dans le groupe APAM. Le risque d'escar a été 7,5 fois plus important sur le groupe contrôle que sur le groupe expérimental.
Parmi les critères secondaires, concernant la satisfaction des patients, donc on avait une grille de qualité de vie. On peut retenir que l'altération du sommeil a été peu importante à inexistante rapportée par les sujets. On aurait pu le penser par rapport à l'utilisation de systèmes à air motorisés. Et là, en l'occurrence, l'inconfort dû au bruit est quasiment peu rapporté par les personnes pouvant communiquer, donc peu important à inexistant. Concernant les facilités de mouvement, en revanche, on note que sur la partie air motorisée, on a un taux qui est légèrement inférieur. C'est perçu par les patients versus le support statique. Le nombre total d'escars selon leur gravité et leur localisation, vous voyez que nous avons eu, in fine, 4 lésions, 4 escars rapportés sur les 2 sujets qui ont concerné l'apparition d'escars dans le groupe expérimental versus le groupe contrôle pour lequel nous avons 10 apparitions d'escars réparties sur ces 13 sujets. Les limites de l'étude ont été l'analyse principale planifiée au départ à 22 événements, donc on devait aller jusqu'à la 3e analyse intermédiaire. Nous avons rencontré une difficulté qui était liée au recrutement. Au bout de 2 ans, on va dire qu'on a eu un taux de recrutement qui a chuté, et il a été décidé par le médecin investigateur l'arrêt prématuré à la survenue de 15 événements. C'était la 2e analyse intermédiaire. C'est un peu la conséquence des études en ouvert, parce qu'il y a eu de la part des investigateurs la conviction de la supériorité par rapport à cette typologie de population et d'indication, la conviction de la supériorité sur l'autre produit. Le deuxième élément que nous avons retenu, que nous rapportons, c'est le non-respect de la recommandation de bonne pratique clinique concernant la fréquence de repositionnement du patient. L'étude a été réalisée dans la vraie vie. Le temps consacré au repositionnement n'est pas toujours permis par rapport à la charge de travail. On peut l'expliquer, on peut et sans doute l'expliquer de cette manière-là, parce que l'ensemble des soignants, l'ensemble des professionnels de santé étaient conscients de la nécessité de faire ces changements de position. La question que l'on pourrait se poser, c'est quel aurait été le résultat si la fréquence de repositionnement recommandée sur VFM, sur ces matelas viscoélastiques, avait été respectée. En conclusion, cette étude a montré la supériorité d'un support à air motorisé, donc Axter, groupe contrôle, groupe expérimental sur un support en mousse viscoélastique, intégré à une stratégie de prévention d'escars, parce que la randomisation a fonctionné d'escars similaires. Le risque instantané d'apparition d'escars a donc été de 7,5 fois supérieur dans le groupe VFM que dans le groupe APAM. Ce que l'on peut retenir en termes d'enseignement, pour cette typologie de patients et d'indications, c'est que le support, conformément aux recommandations de bonne pratique qui sont véhiculées et accessibles par les PUAP, NPUAP et PPIA, c'est que nous devons associer à un support viscoélastique, en mousse viscoélastique, et notamment l'ensemble des supports statiques, mais au moins sur le VFM, puisque là c'est démontré, associé à la réalisation de repositionnement jour et nuit à une fréquence d'au moins toutes les 4 heures. Par défaut, l'usage d'un support de type APAM paraît être une alternative efficace dans la prise en charge de ces patients âgés. Donc, on parle bien de cette typologie de patients qui respectent les critères d'éligibilité que je vous ai présentés. Des études à méthodologie robuste sont possibles, et là, cette étude le montre, et doivent être poursuivies afin de renforcer l'evidence-based practice et nursing pour pouvoir vous permettre, au niveau des soins, de pouvoir faire le bon choix du bon produit au bon moment pour le bon patient. Je vous remercie.